Salut, c'est Noah, on se retrouve sur Les Jeunes Voix, notre podcast lycéen. Aujourd'hui, au vu de l'actualité, on a décidé de vous parler de la situation en Iran, un pays du nord du Moyen-Orient situé à l'est de la Turquie. Mais avant de rentrer dans les détails, on a demandé aux lycéens, à leurs professeurs et à ceux qui les encadrent s'ils étaient au courant de ce qu'il s'y passait. Voici leurs réponses. Est-ce que tu sais ce qui se passe actuellement en Iran? Est-ce que tu connais la situation en Iran? Pas du tout. Oui, vaguement, oui. Non, moi pas du tout. Aucune idée, moi non plus. Ouais, je sais ce que c'est, Non, pas du tout. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Avant de rentrer plus en détail, voici ce qu'en savent les personnes interviewées. Attention, toutes les réponses ne sont pas 100% vraies, on vous explique juste après. Oui, donc l'Iran, c'est un pays avec un gouvernement extrêmement autoritaire, religieux, et donc la population est habituée à suivre énormément de règles dans l'espace public et dans leur vie quotidienne, notamment des règles qui sont régies par les codes religieux, et c'est aussi une société où les femmes existent dans l'ombre, on va dire. Elles doivent tout le temps être accompagnées de gardiens, elles ont peu de possibilités, on va dire, dans leur choix individuel, personnel. Je sais qu'il y a pas mal de mouvements par rapport aux libertés et aux droits des femmes qui justement ont tendance à se révolter là-bas. Je sais qu'il y a des femmes qui manifestent et elles sont un peu opprimées par le régime et qu'il y a beaucoup de tueries, oui, justement, de femmes. Il y a une femme qui a mal porté son voile et elle a été tuée parce qu'on voyait ses cheveux. Par cette police morale qui existe là-bas, qui est une police en fait qui se promène dans la rue et qui arrête les femmes qui portent mal leur voile ou les personnes qui ont des comportements en fait qui sont contraires à la loi. Du coup, depuis, les femmes se révoltent, les Iraniens se révoltent pour avoir, pas pour les femmes, mais plus de droits, quoi. Alors, ce qui se passe en Iran, c'est qu'à partir de, je crois que l'assassinat d'une jeune fille qui ne voulait pas porter le voile, du coup, cet événement a engendré une révolution et une révolte qui est partie beaucoup des femmes et de la chevelure des femmes qui ne souhaitaient plus se voiler. Les femmes veulent revendiquer, je pense, leur liberté, plus de droits, et certaines sont très courageuses et seraient prêtes même à mourir pour défendre leurs droits. Et ce régime extrêmement autocratique et dictatorial, en fait, est en train d'arrêter massivement ces manifestants et surtout se prépare à en exécuter énormément. Zélie, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui concrètement ce qu'il se passe en Iran ? Oui, le 13 septembre 2022, Mahsa Amini, jeune iranienne de 22 ans, est arrêtée par la police des mœurs, chargée de faire respecter un code vestimentaire très strict, notamment pour les femmes qui doivent obligatoirement porter le voile en public. Les raisons de son arrestation sont dues à un mauvais port de son voile, qui ne couvrait pas toute la chevelure. 3 jours plus tard, elle décède à l'hôpital, ce qui mène à de nombreuses controverses. Les policiers qui l'ont arrêtée tentent toujours d'en camoufler les véritables raisons. Sa famille a été très vite soutenue par de nombreux militants qui, indignés de la mort de Mahsa, se mobilisent pour apporter leur soutien. La situation a pris très vite une dimension politique, malgré la volonté du gouvernement d'étouffer l'affaire et la promesse du président Ebrahim Raisi d'ouvrir une enquête, mais les révoltes ne se dissipent pas. Les premières protestations ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Très vite, le mouvement regroupe un très grand nombre d'Iraniens et dépasse les frontières. Des militants commencent alors à descendre dans les rues pour protester, réclamer justice pour Mahsa Amini et faire valoir haut et fort leurs revendications. Ces manifestations donnent lieu à de violents affrontements entre le peuple et la police iranienne. Un combat physique et médiatique. De nombreuses femmes, venant de différents pays, apportent leur soutien en se filmant en train de se couper les cheveux ou de brûler leur voile en signe de contestation. Et cela malgré la volonté de contrôle de la part de l'État. Mais alors, pourquoi la mort de Mahsa Amini prit une telle ampleur en si peu de temps ? En vérité, les révoltes du peuple iranien dépassent le cas de Mahsa. Ces révoltes ont pour but de remettre en cause tout le système politique iranien, et en partie la séparation de l'Église et de l'État. Depuis la révolution islamique de 1970, le régime a été remplacé par une république islamique, imposant des règles strictes liées directement à la religion musulmane, et inscrites dans la loi. Il est donc très difficile de les remettre en question, même si depuis quelque temps, certains députés les pointent du doigt, tout particulièrement celles sur le code vestimentaire. Alors qu'aujourd'hui, il s'agit également de remettre en cause tout le système de répression exercé par les dirigeants iraniens. Les militants indignés de la mort de Mahsa Amini dénoncent et accusent alors ouvertement la politique de répression iranienne menée par un président très conservateur.
Depuis le début des manifestations, environ 250 personnes sont mortes, d'après certaines ONG défendant les droits de l'homme. Selon la justice iranienne, il y aurait plus de 1000 personnes accusées, dont au moins 4 personnes pouvant être condamnées à mort. Merci Zélie, alors que maintenant la situation est plus claire pour tout le monde, voici la réaction qu'elle provoque chez nos interviewés du lycée. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de cette révolte ? Bah, c'est un scandale qu'elle soit fait déniapper comme ça juste à cause parce qu'elle avait mal son voile, portait mal son voile. Bah, on va gentiment dire que c'est aberrant, que c'est pas des choses qui sont normales. Je trouve que c'est encourageant que des femmes luttent pour leurs droits malgré les dangers qu'il y a dans leur pays. Bah, qu'il n'y avait aucune raison de se faire tuer et que je trouve ça... je sais pas, le droit des femmes est très limité là-bas et que ça devrait changer. Bah, je suis d'accord avec la révolte déjà, c'est contre les droits de l'homme, donc c'est logique qu'il y ait des révoltes, etc. Bah non, justement pas du tout, parce que s'il y a une loi sur ça, je peux comprendre que ce soit interdit, mais de là à vraiment bafouer tous ces droits, etc., ça je suis d'accord avec la révolte. Je pense que c'est bien parce que on reste dans un pays un peu totalitaire et que les femmes n'ont pas de droits et je trouve ça ridicule d'avoir été tuée juste pour un voile mal mis. Qu'est-ce que tu penses de la situation ? Quelle réaction tu fais ? Elle est critique, c'est quand même des atteintes aux droits de l'homme. Ce que je pense, après je sais que c'est un pays où justement peut-être qu'ils ont des lois assez dures vis-à-vis de tout ça et notamment où peut-être que les femmes sont un peu oppressées et ont moins de droits. Après voilà, j'ai pas de connaissances de fond sur ça. Ouais, c'est révoltant, mais après le truc étant c'est que est-ce que les femmes elles se mettent pas encore plus en danger du coup comment ça se passe ? J'ai pas suivi niveau de manifestation, mais il y en a beaucoup qui sont emprisonnés. Je les soutiens et je les comprends, oui, tout à fait, oui. Oui, il y a toujours eu un enjeu sur le corps des femmes, c'est un enjeu politique et du coup il est important que les femmes et les jeunes femmes prennent conscience de ça et se positionnent clairement contre le diktat masculin. Je pense que c'est très courageux de leur part, très très courageux, je les soutiens. Moi je suis extrêmement admirative face aux actions de ce peuple. Qui est face à un gouvernement qui n'hésite pas à leur tirer dessus, à les arrêter massivement, à tirer sur des enfants, des gens de votre âge. Donc nous, en tant qu'enseignants, quand on imagine des gens de votre âge qui se battent pour leurs droits, qui se font tirer dessus par la police, c'est affreux, évidemment. Donc je trouve ça extraordinaire ce qu'ils font. Je ne sais pas si, à leur place, est-ce que je trouverais ce courage. Maintenant, je suis très inquiète pour tous ces jeunes gens qui sont en prison et qui se préparent éventuellement à faire face à des exécutions massives. Que les femmes soient obligées de porter le voile et qu'elles se rebellent, ça je le partage, je le soutiens totalement. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi tant de violence pour un simple voile. Cet acte est injustifiable par le régime au pouvoir en Iran, une république islamique très répressive dirigée par les mollahs. Jeanne et Neil, pouvez-vous nous expliquer la situation politique dans le pays ? Avant de comprendre la situation actuelle, il faut mettre un peu de contexte historique. Alors que depuis les années 50, le nouveau roi Mohammad Reza Pahlavi a permis d'occidentaliser le pays, les Iraniens vivent dans une extrême pauvreté. À côté de cela, le monarque dit Shah organise des fêtes démesurées. En bref, il ne prend pas en considération son peuple et donc celui-ci va se révolter. Malheureusement, il a fallu seulement 10 ans pour que l'Iran devienne une réelle dictature. Alors, les prisons sont remplies et la SAVAK, politique secrète du roi, exerce une répression impitoyable. Khomeini, chef religieux iranien, est contraint à l'exil et appelle au renversement de la dynastie depuis l'Irak, pays voisin. Ce dernier est contre l'occidentalisation du pays et prône la mise en place d'une république islamique. C'est en 1978 que la première révolution éclate avec des religieux prônant l'idéologie de Khomeini, ainsi que des laïcs, souvent des étudiants pro-communistes et des démocrates. Tous sont contre le régime autoritaire de Mohammad Pahlavi, malgré leurs idéologies différentes. Suite à cela, le monarque met en place une politique d'ouverture, mais les tensions vont de plus en plus belles et la police est alors remplacée par l'armée avec la loi martiale. Au lendemain de cette loi, des protestations massives ont lieu à Téhéran, la capitale. L'armée n'hésite pas à ouvrir le feu sur la foule en utilisant des chars et des hélicoptères, tuant de nombreux manifestants. L'armée, responsable du massacre, fit état de 87 morts et 205 blessés, alors que l'opposition dénombrait plus de 4000 morts. Ce tragique événement est un tournant dans cette histoire que l'on appelle le Vendredi noir. Malgré la répression, la révolution se poursuit. Des images de sang ruisselant dans les rues des villes iraniennes choquent le monde.
En 1979, donc un an après la Révolution, le monarque prend la fuite et quelques semaines plus tard, Khomeini est de retour depuis la France où il est accueilli par une foule spectaculaire. Il proclame la République d'Iran 2 mois plus tard et élimine les groupes laïcs, les étudiants pro-communistes et démocrates évoqués précédemment. Alors, c'est au tour des mollahs de gouverner. Avant de définir le rôle de ces derniers, il est bon de rappeler que l'islam a 2 branches, les sunnites et les chiites. Les sunnites représentent 90% des musulmans actuels dans le monde et se basent sur la tradition. La seconde branche s'est formée à la suite de perceptions différentes de la succession du prophète Muhammad, non dérivée des Occidentaux en Mahomet, et sont principalement situés en Iran. On estime que 90% de la population iranienne est chiite. Revenons sur le sujet des mollahs. Les mollahs remplacent l'imam des sunnites et sont ainsi les seuls détenteurs légitimes de l'autorité légale qui était détenue autrefois par l'imam. 10 ans plus tard, Khomeini meurt. Abdolhassan Bani est élu président en 1980, mais ce n'est pas le chef de l'État. Ce rôle est attribué au guide de la révolution, Ali Khamenei, successeur de Khomeini, selon la nouvelle constitution. Khamenei tient ce rôle encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs en 1980 que l'Irak va lancer une opération d'invasion de l'Iran. La raison ? Une montée des tensions de plus en plus intenses entre l'Irak sunnite de Saddam Hussein et l'Irak chiite de Khomeini. Cette guerre, qui sera nommée guerre imposée du côté de l'Iran et défense sacrée du côté de l'Irak, marque un tournant majeur dans l'histoire moderne du Moyen-Orient. Elle durera un total de 7 ans et aura coûté la vie d'1 million d'êtres humains. C'est pour cette raison qu'en mars 2003, lorsque les États-Unis ont déclenché une intervention armée en Irak, l'Iran a rapidement pris peur en comparant la facilité qu'a eu les États-Unis à prendre l'Irak, alors même que l'Iran avait eu un grand mal à se défendre face à cette même république déchue. C'est aussi en 2003 qu'une crise nucléaire entre l'Iran et l'ONU éclate. L'Iran ayant lancé un programme nucléaire sans aucun accord préalable avec la communauté des Nations Unies. Dès lors, l'ancienne amitié irano-états-unienne se transforma en une haine qui ne fit que monter durant des années. Cependant, la guerre n'est pas à l'origine de cette montée de la haine. Tout commence avec le proverbe qui permet d'illustrer la situation, la loi des Médès et des Perses. Cette citation de l'Ancien Testament appuie un principe que tient à maintenir l'État iranien pro-chiite, ne pas s'ouvrir à l'adversaire ou à celui qui est différent. En bref, arrêter tout accord pour se fermer au monde. Cette devise, qui fait maintenant état de loi, va entraîner l'Iran dans une spirale dont elle ne pourra se ressortir, où ils commenceront à surnommer les États-Unis en Satan et où ils seront surnommés en pays néfaste par les États-Unis. Alors que l'Iran sous le Shah était moderniste, l'Iran des mollahs est traditionnaliste. Le Shah était pro-occidental, les mollahs sont anti-occidentaux et anti-États-Unis, comme Neil nous l'a évoqué précédemment. Ces derniers sont ainsi contre les libertés fondamentales que l'on retrouve dans les démocraties, comme la liberté de réunion, d'expression, la laïcité. Par exemple, si un homme et une femme sont trouvés sur un banc l'un à côté de l'autre et contrôlés par la brigade des mœurs, et qu'ils ne sont ni frères et sœurs, ni mari et femme, l'homme sera fouetté, la femme, elle, sera soumise à un contrôle de virginité. Aussi, selon la franco-iranienne Nina Scali dans une interview pour l'Outsider, les mollahs pensent que les jeunes filles qui meurent vierges vont au paradis. Alors ils les violent. Ils frappent les femmes enceintes, ils obligent les hôpitaux à ne pas soigner les résistants, parfois blessés par balles. N'oublions pas que ces hommes sont à l'issue du massacre du peuple kurde, des sunnites se trouvant en partie dans le pays. Merci Jeanne et Neil pour ce point historique qui nous permet à tous de comprendre l'origine des révoltes qui sévissent aujourd'hui en Iran. Actuellement, la situation reste toujours extrêmement tendue et ce qui avait commencé après la mort de Mahsa Amini pour revendiquer les droits des femmes s'étend aujourd'hui aux droits des Iraniens en général et tous descendent dans la rue. En France, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité et sous les applaudissements ce lundi 28 novembre une résolution en soutien au peuple iranien en condamnant la restriction des libertés et des droits des femmes. De son côté, l'équipe de foot iranienne a choisi l'arme du silence pour protester face au gouvernement en refusant de chanter leur hymne national au début de leur premier match lors du mondial au Qatar. Merci d'avoir suivi ce podcast sur les jeunes voix, merci à Zélie, Jeanne et Neil et à très vite pour un nouvel épisode.